C'est Écho. Bienvenue, notre débat va porter cette semaine sur l'impôt des sociétés. C'est un des grands chantiers de la rentrée pour le gouvernement fédéral. On a beaucoup parlé de la réforme de l'ISOC ces dernières semaines. Abaisser son taux facial, il est quasiment de 34% aujourd'hui. Le ministre des Finances souhaiterait le ramener à 20%. Alors comment financer cette réforme? C'est évidemment l'un des cœurs de cette question. Faut-il éventuellement supprimer certains avantages fiscaux accordés aux entreprises et en particulier les intérêts notionnels? On va en parler avec deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Marc Mlambotte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de Agoria, la Fédération de l'industrie technologique. Et puis à vos côtés, Arnaud Deplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Union des classes moyennes. Michel Vizard est également avec moi. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat. Alors, abaisser l'impôt des sociétés, a priori, Arnaud Deplat, on a envie de dire, c'est forcément positif pour les entreprises, sauf que évidemment, on parle de suppression de différents avantages fiscaux. Est-ce que finalement, pour les petites et moyennes entreprises, c'est plutôt positif ou pas forcément? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt positif, dans le sens où aujourd'hui, la plupart des niches fiscales nécessitent une certaine ingénierie fiscale, parce que la plupart des PME ne peuvent pas se permettre. Et donc on se retrouve, et on a eu quelques études qui l'ont montré, avec un taux d'impôt des sociétés réel bien plus bas que le taux annoncé, le taux facial, mais la plupart des PME n'ont pas accès à diminuer à ce point-là leur base imposable. Donc c'est positif. Maintenant, puisque l'idée c'est de le faire de manière neutre au sein de l'impôt des sociétés, budgétairement neutre au sein de l'impôt des sociétés, ça risque de créer des difficultés. Vous dites elles ne peuvent pas avoir accès à cette baisse d'impôt. Ça veut dire quoi? Qu'elles ne peuvent pas se payer des armées d'avocats fiscalistes, par exemple? Par exemple, alors vous avez une partie où c'est de la véritable ingénierie fiscale et donc il faut avoir un accompagnement et ça coûte de l'argent aussi et donc il faut une base imposable suffisamment importante que pour s'y retrouver. Et puis vous avez surtout que les petites entreprises sont essentiellement axées sur le développement de leur business et donc n'ont pas non plus le recul parfois nécessaire pour dire je profiterai d'une niche. Et c'est pas forcément une bonne chose de se dire je vais développer mon business pour profiter d'une niche. Parce que vous perdez à ce moment-là de vue l'objectif quand même initial de l'entreprise qui est normalement de faire du profit, de créer de l'emploi. Pour des raisons même question vers vous, Marc Mlambotte, puisqu'il y a peut-être davantage de grandes entreprises du côté d'Agoria. Est-ce que pour vous, c'est plutôt positif, cette baisse annoncée, voulue en tout cas, de l'impôt des sociétés? L'intention est très positive, soyons clairs là, parce que tout ce qui nous aide à rendre ce système plus simple, plus transparent, c'est positif. N'oublions surtout pas que nous sommes obligés de le faire, parce que dû au système de taxation qui est typique pour la Belgique et qui n'est pas du tout le même que dans les autres pays européens, nous avons de base un taux de taxation très élevé et alors il y a toutes ces déductions qui maintenant sont attaquées par l'Europe. Donc l'idée, c'est d'harmoniser au niveau européen. Conceptuellement, il faut que le système de taxation soit harmonisé. Mais pas, si je ne me trompe pas le pourcentage de taxation. Exactement, mais aujourd'hui, nous nous trouvons à 34%. Et alors, grâce à des tas de déductions, on arrive à quelque chose de raisonnable, de similaire à d'autres pays. Mais si, à un moment donné, ces déductions, on ne peut plus les utiliser, alors notre taux de taxation serait beaucoup plus élevé. Les entreprises belges perdent leur position concurrentielle. Il y a justement parmi ces grosses déductions, on les appelait comme ça, et c'est un dossier qui est récurrent depuis des années, ces fameux débats sur les notionnels qui seraient apparemment condamnés par le gouvernement à terme. Alors d'abord pour vous, pour Agoria, pour vos membres, on doit arrêter les notionnels? Arrêter le notionnel, pour moi, ce qui est important, c'est que le package total, c'est-à-dire on va descendre de 34 à autre chose, 25, 24, 20, que alors la compensation, donc ce qu'on va perdre, parce que soyons clairs, hein, c'est neutre au niveau budget, donc il y a certaines choses comme les intérêts notionnels qu'on va perdre complètement ou partiellement.
Donc ça dépend. Si on veut descendre à 24, on peut les maintenir pour une certaine période. Si on veut descendre à 20, il faut les supprimer. Il y a un autre aspect aussi dans le national, c'est ce qu'on peut en penser à l'étranger. Et je reprends une déclaration dans l'interview du ministre des Finances, d'ancien ministre des Finances, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui dit ceci: il faut être attentif à soutenir et attirer les grandes entreprises et à ne pas envoyer de messages hostiles. Supprimer le national de votre point de vue par rapport, et vous avez de grandes entreprises étrangères dans vos membres, Caterpillar par exemple, est-ce que ce n'est pas un message hostile? C'est pas dangereux de les supprimer pour ces grandes entreprises? Je pense qu'il faut regarder ça d'un autre angle. Il n'y a pas de doute que l'Europe va attaquer les intérêts nationaux. Je suis convaincu qu'ils vont disparaître. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Donc il vaut mieux se préparer pour ça et ne pas avoir le même problème qu'on a eu avec les EPR, les Excess Profit Rulings, où des années après, tout d'un coup, on est confronté à la situation que, dû à un jugement européen, on est obligé à dire aux entreprises: bon, désolé, vous avez reçu tout ça, maintenant il faut le rendre. Ça, c'est pas ce que les investisseurs veulent. Oui, cela dit, Michel Huizard évoquait Caterpillar, Arnaud Deplat. Ça n'a pas empêché Caterpillar de quitter le site de Gosselies, ses intérêts nationaux. Exactement. Voilà, c'est peut-être pas forcément moi qui suis le mieux placé, mais en tout cas, ce qui est ressenti, et notamment chez les PME, c'est que ces intérêts nationaux étaient normalement une attractivité importante pour la Belgique, pour des investissements importants à l'étranger, pour améliorer la compétitivité ou la place de la Belgique sur le marché concurrentiel. Et Caterpillar est une belle preuve que ça ne suffit pas. Et donc aujourd'hui, les intérêts nationaux, si on ne change pas l'ISOC, on ne touche pas aux intérêts nationaux, mais si on travaille réellement à rendre la Belgique compétitive, même pour son marché intérieur, en termes d'impôt des sociétés, nous, on est prêt à dire, OK. Il faudrait me rappeler une chose, c'est que vos membres, les PME, ont aussi quand même profité de national, non? Bien sûr, et ils profitent. Mais on a remarqué, donc, beaucoup moins que les 3 milliards qui ont circulé. Parce qu'elles ne savent pas comment ça marche? Alors, en partie, je ne dirais pas qu'elles ne savent pas comment ça marche. En partie parce que certains n'ont pas pris conscience de l'intérêt que ça avait. De l'autre, parce que, à nouveau, et on le voit comment? Parce qu'on n'a pas eu une augmentation particulière du capital dans les PME, alors que cette mesure était faite pour ça. Et là, en partie parce que aujourd'hui, le système a beaucoup moins d'intérêt, puisque les intérêts sont excessivement faibles. L'intérêt notionnel, c'est-à-dire l'intérêt fictif qui est offert sur le capital, est extrêmement faible aussi. Et donc on se retrouve dans une situation qui est complètement différente du moment où on les a mis en place. Et aujourd'hui, il deviendrait presque, pas imbécile, mais peu judicieux de continuer à investir uniquement sur fonds propres, alors que vous pourriez garder la liquidité pour des opportunités et investir là maintenant à taux quasi zéro. Effectivement. Avec un risque quand même alors d'endettement malgré tout, non? Si on repasse à ce principe-là, or on sait que l'endettement, c'est quand même quelque chose qu'on traîne comme un boulet. Oui, mais à nouveau, on est toujours dans l'hypothèse où on descend l'impôt des sociétés. Donc vous aurez intérêt à avoir des réserves taxées qui augmentent dans les entreprises, vous aurez intérêt à garder du cash dans l'entreprise, puisqu'il sera relativement moins taxé, vous n'en aurez pas besoin d'en sortir immédiatement. Tandis qu'aujourd'hui, le 33,99 fait qu'on a quand même un nombre, malgré tout, important, qui essaye de sortir assez rapidement du cash de leur entreprise et de la garder sous-capitalisée, sous-financée. C'est aussi une conséquence d'un taux aussi élevé, parce que Marc disait tantôt qu'on parvient à diminuer le taux moyen à l'impôt des sociétés en dessous de 26%, par rapport à 33,99. Il y a des entreprises en Belgique qui payent 33,99 sur des bénéfices. Donc tout le monde ne parvient pas à diminuer. Alors, c'est une réforme qui a été chiffrée grosso modo à 7 milliards dans l'état actuel des choses. Est-ce que, Marc Lambotte, du côté d'Agroia, vous voyez clair un petit peu ou pas du tout pour l'instant dans les intentions du ministre Van Overtvelt? Ça semble quand même assez flou, hein. On part un peu dans toute une série de directions. Est-ce que vous demandez plus de clarté aujourd'hui? Je suis pas tout à fait d'accord que c'est hyper flou. Il n'y a pas de décision pour l'instant. Donc, mais il y a déjà eu même dans les journaux des publications qui expliquent comment on peut compenser l'évolution de 34 à 20. Donc, bon, ça a été dans la presse. Augmenter le précompte mobilier, par exemple?
C'est une des pistes qui a été avancée? C'est une des pistes, il y en a d'autres. Il y a quelques pistes qui m'inquiètent. Par exemple, les pertes reportées. Donc là, donc on ne pourrait pas reporter les pertes d'une année à l'autre, en fait. On pourrait toujours les reporter, mais pas à 100%. Donc on diminuerait ça, par exemple, à 40%. 40%, pour moi, ça c'est trop peu. Il ne faut pas que ce soit 100%. On ne les perd jamais, soyons clairs. Donc on les étale dans le temps. Mais là, quelque chose de l'ordre de 70 ou 80% me semble plus logique. Mais une fois de plus, il faut regarder la totalité des mesures et pas chaque mesure individuellement. Parce qu'alors, ça ne marche pas. Il faut vraiment regarder le package. Et l'augmentation du précompte sur les dividendes, vous en pensez quoi? Il y a une différence pour moi entre, d'un côté, faire quelque chose qui est positif pour l'entreprise et de l'autre côté, quelque chose qui est positif pour les actionnaires. Si on augmente le précompte, c'est clair que c'est pas bien pour les actionnaires. Pour l'entreprise, c'est autre chose. Arnaud Desplat? Oui, en fait, et je sais que ça a été contesté, mais le principe de l'impôt des sociétés et des dividendes, c'était de le mettre à égalité avec l'impôt des personnes physiques. Pourquoi? Parce que si vous étiez un indépendant, un chef d'entreprise, il y en a peu, mais un chef d'entreprise qui est en personne physique et donc qui n'a pas créé sa société, automatiquement, tout l'argent généré qui ne garde pas dans cette absence de personne morale est du salaire pour lui et donc est taxé en Belgique à peu près à 55% de coin fiscal. Et aujourd'hui 33, 99 plus 25, 27 maintenant, on est sur quelque chose d'assez similaire. Si demain on passe à 20% de taux d'ISOC et qu'on reste à 27%, vous avez tout intérêt à devenir une entreprise, personne morale, et à sortir un maximum de quasi plus de salaire, et à sortir un maximum de cash via des dividendes. Et donc c'est pas logique. Et c'est dans ce sens-là que le ministre avait évolué. Et certains ont dit, on ne peut pas comparer l'ISOC et l'IPP, l'impôt des salariés. Je voudrais quand même rappeler ici qu'il y a quand même encore beaucoup d'indépendants qui sont en personne physique. Et pour le financement de la sécurité sociale des indépendants, c'est pas une mauvaise chose. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Alors je trouve qu'il y a pas forcément un flou, mais il y a une certaine cacophonie, dans le sens où on a maintenant à peu près l'assurance qu'il y aurait une réforme, mais on va vers... est-ce qu'on fait un précompte qui augmente? Et puis on nous a dit non, on va pas faire de précompte. Ça ressemble un peu à des ballons d'essai du côté du politique. Est-ce qu'on essaye ça? Est-ce qu'on essaye ça? Enfin voilà. Ça, il y a quelque chose de ce type-là qui se joue pour l'instant. Vous avez soulevé aussi indirectement le coût du travail. C'est pas là-dessus qu'on devrait travailler encore, malgré tout aussi. Il faut scinder les choses. Donc, le coût du travail, c'est important. C'est un sujet très important pour la compétitivité des entreprises belges. Mais il faut séparer ça un peu de l'ISOC. Quand on parle coût de travail, on parle salaire, etc. Et là, c'est plutôt, si on veut faire quelque chose, il vaut mieux le faire au niveau des charges sociales. Il ne faut pas le faire au niveau de l'ISOC. Donc, pour moi, ce sont deux débats qui sont différents, bien que liés, quand on regarde évidemment la compétitivité de l'entreprise. Alors précisément, pour terminer, même question vers vous, Arnaud Desplat. Est-ce que la priorité, c'est pas finalement de diminuer les charges du travail d'abord, avant de régler, de diminuer plutôt l'impôt sur les sociétés? Alors je dirais que non, et je reprendrai l'expression de Marc de tantôt d'un package. Aujourd'hui, on a déjà le gouvernement qui a travaillé sur un tax shift qui permettait d'améliorer cet aspect-là des choses, et il nous faut une réforme de l'impôt des sociétés. Nous étions la deuxième nation avec l'impôt des sociétés le plus élevé en taux facial. La France était la première. Elle vient d'annoncer qu'elle passait à 28%. On veut être le premier. Et donc là, on a un double effet, c'est-à-dire qu'on n'attire plus l'étranger, ça c'est évident, et l'entrepreneuriat endogène s'en trouve aussi amoindri, puisque les gens se disent « je vais pas me lancer, je suis le pays le plus taxé au monde, soit je m'expatrie, soit je reste calme, enfin je me mets dans un état de salariat », ce qui est honorable, mais c'est pas ça qu'on attend. On souhaite vraiment des gens qui entreprennent. Voilà, c'est un débat en tout cas sur lequel nous reviendrons inévitablement. Merci beaucoup. Merci Marc Lambotte d'avoir été avec nous. Merci Arnaud Desplat. Merci Michel Visart. C'était votre débat de cet écho.